Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour les guerres d'Italie, mais sur un nouveau jeu cette fois-ci, on teste Furioso, jeu écrit par Steve Daines et publié chez Alternative Army. C'est pas un jeu récent, date de 2017, mais j'avais envie de le tester parce que je trouvais le système assez rigolo. Ce sera donc chose faite avec ce rapport de bataille qui se veut didactique, donc je vais revenir sur pas mal de points de règle et ça devrait vous donner une bonne idée normalement en lisant les encarts de comment fonctionne le système. En tous les cas, donc, c'est un système qui est pleinement dédié aux batailles du XVIe, mais également du XVIIe siècle, donc, allons-y. Un peu de contexte fictif pour ce rapport de bataille, donc je le situe toujours à la suite, un an après le précédent que j'avais fait sous Pike and Shot avec Nicolas, donc toujours français contre espagnol, cette fois-ci c'est Sylvain II, qui jouera les Français, et qui nous gratifiera également de magnifiques photos que vous verrez dans les previews, et également à la fin de ce rapport-ci. Je le remercie d'ailleurs pour les photos, et donc quant à moi je jouerai les Espagnols. Voici les listes d'armées, donc dans mes souvenirs on a 200 points, je crois, ou 250 points de chaque côté, je sais plus très bien. En revanche, on va s'arrêter un petit peu sur l'avant-bataille, parce que le jeu est extrêmement riche en petites options, on va dire, petites options fluff, qui sont pas nécessaires, mais qui apportent du cachet et de l'immersion. Là, en l'occurrence, toute l'avant-bataille dans Furioso se joue de façon assez particulière. Les deux joueurs ont 9d6 à répartir entre 4 thématiques: terrain, itinéraire, approche et événement. Donc c'est un pool de points dont vous disposez et vous les répartissez comme vous voulez. Pour chaque thématique, on va lancer le nombre de dés que chacun a choisi. Les succès sont sur 5+, celui qui a le plus de succès remporte le tirage pour la thématique en question. Si vous remportez le jet de terrain, vous déployez tout le terrain. L'adversaire a uniquement le droit d'en reposer un. Si vous remportez le jet d'itinéraire, vous choisissez le bord de table. Si vous choisissez approche et que vous le gagnez, vous augmentez votre zone de déploiement d'un D6, donc vous déployez plus loin. Et si vous remportez événement, celui-là est assez rigolo, vous pouvez infliger un événement à votre adversaire. Vous choisissez une table parmi 5 thématiques qui contiennent chacun 6 résultats, et donc l'adversaire lance et subit. Donc il y en a pour tous les goûts, hein, c'est très créatif, c'est tout à fait dans l'ambiance guerre d'Italie. C'est pas nécessaire, mais ça valait le coup d'être souligné. Le déploiement, donc là aussi à noter que dans Furioso, le déploiement est un petit peu un jeu dans le jeu, puisque le système de déploiement de base, donc hors scénario, se fait avec des cartes. Vous posez des cartes face cachée, il y a une carte par unité, et de cette manière c'est un déploiement caché. Simplement, vous pouvez acheter dans votre liste d'armées des cartes blanches, qui sont vides, donc vous aurez plus de cartes et vous pouvez noyer le poisson lorsque vous faites votre déploiement. Et de la même façon, vous pouvez utiliser les capacités de vos généraux pour influencer les cartes et les switcher à la fin du déploiement. Donc, toujours dans l'optique d'avoir un peu de surprise. Et donc une fois l'ensemble de ceci fait, vous retournez les cartes, une par une, chacun son tour, et vous posez les unités. Pour ma part, sur ma droite, j'ai placé une brigade, une aile, composée d'arquebusiers espagnols, de chevaliers italiens et d'unités de piquets espagnols. Au centre, 2 colonnes de piquets, une espagnole, une de lansquenet, et des chevaliers lourdement armés, donc les gente de armas espagnols, l'équivalent des gendarmes, mais moins bien quand même. Sur leur droite, des arquebusiers italiens, donc en tirailleurs. À noter, la petite carte là, ce sont des remblais que j'ai achetés au déploiement, mais qui ne sont pas automatiques. Et donc là, en l'occurrence, les paysans locaux n'ont pas dû les terminer. Sur la colline, déjà contre le hameau, j'ai placé un régiment d'arquebusiers, un autre régiment d'arquebusiers en bas de la colline qui est censé garder mon unique canon. Du côté de Sylvain, en face de mes tireurs et de mon canon, il a des argoulets et des arbalétriers montés, qui donc sont des cavaliers tirailleurs.
Au centre, il a sa colonne de piquiers suisses, ainsi que 2 redoutables unités de gendarmes. Et pour finir, sur l'autre aile, un canon moyen. Il y a également une handbooks, donc une petite artillerie légère, on la voit pas sur la photo, des tirailleurs arbalétriers gascons, et on verra plus tard un pack de piquiers lance-quenets, donc les bandes noires. On lance l'initiative et déjà les chevaliers sont impétueux. Un pack de gendarmes obtient 7+ sur son jet d'initiative et du coup fonce vers les cavaliers les plus proches. Donc pour expliquer tout ça un peu, Furioso fonctionne un peu comme Bolt Action, mais sans piocher des dés dans un sac, mais sur le principe c'est la même chose, un peu, c'est une activation alternée mais aléatoire. Vous lancez un D6 pour chaque unité de votre armée, les 2 joueurs, et vous ajoutez le modificateur d'initiative de chaque unité, ça vous donne votre score, et ça vous donne également le rang d'initiative auquel il joue. Ensuite, on joue chaque rang d'initiative par ordre décroissant. On commence le tour avec le joueur qui a le plus d'unités au plus haut rang d'initiative, puis ensuite ils alternent dans chaque rang avant de passer au rang suivant. Et lors de son activation, une unité peut faire un mouvement ou un tir, un tir ou un combat, et parfois même les 3 ensemble. Une unité qui obtient 7+, devient impétueuse, elle doit se diriger vers l'ennemi le plus proche. Et sur le flanc, justement, la colonne de lance-quenets des bandes noires a également été impétueuse et a foncé droit devant. Mes arquebusiers, eux, entrèrent dans le village qui est sur la colline à la hâte. Malheureusement, je n'avais que 4 en initiative, donc je suis désorganisé. Puisqu'effectivement, rentrer dans les villages vous fait mettre fin à votre tour lorsque vous les contactez. Ici, l'unité était déjà en contact, donc je ne l'ai pas compté. Et ensuite, pendant le tour suivant, une fois que vous avez passé un tour, vous pouvez rentrer d'un montant égal à votre initiative que vous tirez. Par contre, si vous n'avez pas au moins 5+, vous êtes désorganisé. Donc il faut bien réfléchir avant de faire le mouvement, ou de faire le mouvement ou pas, parce que l'état désorganisé, il est particulièrement punitif et dangereux. Le canon tire sur les argoulets, mais ne touche pas. Et les argoulets, eux, avancent avec résolution, malgré un jet d'initiative pas ouf. A noter que l'initiative sert à la fois à déterminer votre ordre de jeu, mais aussi la distance de mouvement. Chaque unité dispose d'un mouvement de base, généralement 4 pouces pour l'infanterie, 8 pour la cavalerie lourde, 10 pour les cavaleries légères, et on ajoute ce que vous avez scoré en initiative, et ça vous donne votre mouvement. Devant l'avance des gendarmes, je fais avancer mes propres chevaliers, mais j'aurais dû passer le premier tour à les reformer pour les mettre sur un front plus court, puisque là je suis gêné par le talus. Et ça me sera préjudiciable. Sylvain fait avancer tranquillement le reste de ses unités. Et comme on avait envie de tester un combat et que de toute façon j'étais coincé entre le village et le bord de table, bah, j'ai fait charger mes chevaliers italiens contre les piquets. C'était pas une bonne idée certes, mais bon, au moins on a testé un combat. Donc lors d'un combat, chaque joueur lance un nombre de dés égal à la valeur de combat de son unité, multiplié par le nombre de socles qui sont parfaitement alignés sur l'ennemi. Bon, normalement dans le jeu, tous les socles ont la même taille, infanterie, cavalerie, etc. Là j'ai des socles pour pike and shot, donc ils sont différents, mais bon, ça arrange, en gros on sait que 2 unités ont le même socle, donc il y en a 2 qui peuvent se toucher, et ceux qui sont en coin à coin sont des soutiens et ajoutent un dé. Ceux qui ne sont pas en contact n'ajoutent pas de soutien, sauf pour les piquets qui eux peuvent apporter autant de soutien qu'ils le veulent depuis les rangs arrière. On lance le nombre de dés indiqués, les succès sont sur 5+, puis l'adversaire doit tenter de sauvegarder les touches en faisant un jet de défense, donc il prend autant de dés que ceux qui ont le nombre qui a touché, et rajoute son armure s'il en a une, les armures sont des dés en plus, et il doit sauver le nombre de blessures qu'a fait l'adversaire. La handbooks tire et ne fait rien. A noter que pour ce qui concerne la handbooks, j'avais remporté le jet d'événement en avant-bataille, j'ai fait tirer sur une des tables à Sylvain, et il a obtenu le résultat mauvaise poudre. Donc toute unité à poudre de son armée qui obtient une initiative de 1 ou de 2 divise par 2 ses dés de tir. Donc là en l'occurrence c'est ce qui est arrivé.
Mes tireurs italiens en riposte ne font rien, comme toute la bataille d'ailleurs. Notez que le tir se déroule de la façon suivante. Vous lancez 1 dé par socle à longue portée et 2 dés par socle à courte portée, avec évidemment d'autres modificateurs. Les unités de tireurs, ceux qui sont en rang, ils peuvent tirer avec les socles du premier rang s'ils bougent, et avec ceux du deuxième rang s'ils restent stationnaires. Les tirailleurs, eux, ils peuvent tirer avec tous leurs socles, ils en ont généralement 3. Et il faut obtenir des succès sur 5+, pour toucher, avec la défense comme d'habitude, comme en corps à corps. Les cavaleries lourdes françaises et espagnoles se jettent l'une sur l'autre. Alors, j'ai replacé mes tireurs de façon à pouvoir tirer sur les argoulets. Du coup, j'ai fait un pivot. Dès que vous devez faire au moins un pivot ou une roue, en fait, vous réduisez votre mouvement du nombre de rangs qu'il y a dans votre unité. Les tirailleurs, ils n'ont pas de rang, ils réduisent pas. Par contre, les tireurs, là, ils avaient un rang, donc ça fait perdre 1 point de mouvement. Mes Lanza Spezzata perdent le combat évidemment et subissent de lourdes pertes. Donc à noter ici, j'ai retiré un socle parce que pour chaque tranche de 4 blessures, on retire un socle à l'unité. Il y a donc un retrait des pertes, mais par socle d'unité. À l'issue d'une mêlée, donc les deux joueurs sont obligés de faire un jet de morale en lançant autant de dés que leur valeur de combat, plus divers modificateurs selon que vous avez gagné le combat, etc. Succès sur 5+, le camp qui perd subit autant de blessures que la différence et est repoussé d'autant. À partir de 3, il est en plus désorganisé. S'il y a un différentiel de 4, c'est une déroute. Les arquebusiers espagnols sortent du village, mais ils sont désorganisés, j'ai vraiment pas de chance. Leur tir ne donne rien, pas plus que celui du canon français, heureusement. Les argoulets chargent le canon évidemment et massacrent les servants du premier coup. Sylvain fait vraiment des très bons jets. A noter qu'on ne retire pas le canon, puisqu'il faut le laisser sur place, puisqu'une unité de tireur peut à tout moment décider de sacrifier l'un de ses propres socles pour rééquiper le canon. Puis les argoulets font une percée contre mes tireurs espagnols, puisqu'une cavalerie qui détruit son ennemi dès le premier tour peut immédiatement charger un nouvel ennemi et résoudre le combat. Les djinettes espagnoles, elles, ne sont pas du tout aussi efficaces que les cavaliers légers adverses. Je traverse avec difficulté le champ de bataille. Je me fais désorganiser en traversant le champ, et entre-temps, la handbook française est allée se cacher derrière un talus. Donc, les Suisses, quant à eux, se font harceler par les tirailleurs qui font partie de la colonne de piquet espagnole et aussi ceux de la colonne de lance-quenet d'ailleurs. Vous pouvez avoir des petites unités de tirailleurs à l'intérieur des unités de piquet, ça permet de faire quelques petits tirs. À noter que l'ouvrage défensif que j'avais commandé a finalement été construit autour d'eux, puisque à chaque début de tour, vous pouvez lancer un dé. Si vous obtenez le jet qu'il faut pour l'ouvrage, il est construit. Donc là, malheureusement, l'unité que j'avais prévue, elle est déjà partie ailleurs. Pas de chance. Donc je parviens à dérouter les gendarmes français, mais la deuxième unité arrive. Les boulets de l'armée de Sylvain, ce sont ces arbalétriers montés qui ont passé la plupart de leur tour à rater leur jet d'initiative, à ne rien faire, puisqu'ils ont un malus de -2, il me semble, et lorsque vous arrivez à 0, vous agissez pas, et c'est arrivé souvent. Sylvain envoie ses Suisses à l'assaut contre mes piquets espagnols. Donc les Suisses de base sont meilleurs que mes piquets, donc ça partait déjà mal, mais également on commence par le duel des Doppelsoldner, donc c'est une petite option, des unités de piquets qui sont utilisables une fois par partie, donc dans ce cas-là le joueur lance un des 6, et l'oppose au résultat des Doppelsoldner adverses s'il y en a, ou 1 s'il n'y en a pas, et la différence se déduit des dés de combat du perdant, donc ça peut avoir son importance. En l'occurrence, les Zweihander suisses sont nettement meilleurs que les Rodeleros espagnols. Du coup, je perds le combat, mais le jet de morale ne donne rien, heureusement. Plutôt que de me faire bloquer devant le talus, je le contourne avec mes ginettes, toujours la poursuite de la handbooks.
Le second régiment de gendarmes remporte le combat contre mes chevaliers espagnols, les repousse contre le talus et du coup je suis désorganisé. Ça se présente mal. Pendant ce temps, l'artillerie et les gascons tirent sur mes arquebusiers espagnols et me font 2 pertes parce que j'ai eu la bêtise de me mettre en plein milieu du champ de tir. Évidemment, la riposte de mes Italiens est sans effet. Les arbalétriers retranchés dans le village sur la colline font quelques pertes aux arbalétriers montés, c'est déjà ça. La mêlée entre les argoulets et mes arquebusiers se poursuit, puisque mes arquebusiers sont plus coriaces que je pensais. Les Anza-Spezzata sont à nouveau battus sévèrement, subissent de lourdes pertes, je perds 2 socles, et sont à nouveau repoussés. Mes chevaliers se font massacrer par les gendarmes, puisqu'ils ont dû replier contre les lance-quenets. Lorsque vous percutez une unité armée, lorsque vous faites une retraite, vous désorganisez les 2 unités, mais le problème c'est que mes gendarmes, mes gente de armas étaient aussi désorganisés. Si vous obtenez 2 résultats à désorganisation, vous êtes dérouté. Les Suisses continuent de faire un carnage dans mon unité de pitié. En 3 rounds de combat, ils vont massacrer la moitié de mon unité et me repousser également. Bref, et d'ailleurs, je leur ai enlevé aucun socle. Cette fois-ci, comme Sylvain n'a pas tiré une initiative trop haute, ses gendarmes ne sont pas obligés de foncer vers l'ennemi et décident donc de se réorganiser pour enlever ce foutu marqueur désorganisé qui est très punitif. À droite, sans surprise, les bandes noires achèvent de mettre en déroute les chevaliers italiens. Bref, ça commence à sentir mauvais pour moi, j'ai déjà perdu 2 unités, je réorganise donc mes lance-quenets plutôt que d'attaquer, puisque j'ai pas du tout envie de risquer d'aller au combat comme ça. Mes tireurs continuent de se battre contre les argoulets et tiennent le choc, même s'ils prennent des pertes, on a perdu un socle. Le duc Garros encourage ses troupes victorieuses au centre. D'ailleurs, je précise, pour ce qui est de désorganisation, donc je vous ai dit que c'est très punitif, je vais quand même vous dire ce que ça fait. Vous n'avez droit à aucun support, et vous êtes divisé par 2 vos dés de combat. Autant dire que c'est une catastrophe, vous pouvez passer de 12 dés à 4 dés. C'est très punitif. Je précise également que les commandants, on n'a pas joué les règles des commandants, mais qu'eux aussi ont des profils avec des points de caractéristiques et peuvent faire des trucs. Ils peuvent même se dueller d'ailleurs. À droite, les tirailleurs du pack de piquets espagnol tirent sur les bandes noires, sans effet. Et les tireurs continuent leur duel stérile. De toute façon, pour le coup, les Français sont bien retranchés derrière leurs murs. Les arquebusiers, eux, ils sont en plein milieu du champ de tir et ils décident de se réorganiser. Du coup, dès le tour suivant, je tire sur les bandes noires, mais sans aucun effet. A noter que vous pouvez tirer en corps à corps. Si l'unité que vous visez a un flanc dégagé, par exemple, et qu'elle est engagée par l'avant ou l'inverse, et qu'elle a au moins 3 rangs. Les bandes noires s'apprêtaient à en découdre avec mes piquiers. Du coup, nouvelle charge pour Sylvain, à nouveau les Doppelsoldner s'affrontent, et à nouveau les lance-quenets prennent l'avantage, les bandes noires remportent la victoire dans le tour qui s'ensuit et repoussent l'ennemi. Au centre, les Suisses continuent leur carnage. Le second assaut sur la droite occasionne des pertes sévères aux Espagnols, qui déroutent finalement face à leurs impitoyables adversaires.
À noter que si vous êtes au combat au début d'un tour, vous faites 2 rounds de combat, puisque vous jouez pendant le tour de l'adversaire, un round de combat, et pendant celui de l'autre joueur. Donc, et vous pouvez même avoir jusqu'à 4 rounds de combat, puisque vous avez encore la règle Furioso, que je ne vais pas développer ici, mais qui vous permet de faire plusieurs combats contre les unités qui se détestent, genre les lance-quenets et les Suisses. Si une retraite amène à toucher le bord de table, l'unité est détruite. C'est ce qui va se passer ici pour mes pauvres Espagnols. Un malheur n'arrivant jamais seul, les Suisses balayent mes piquets espagnols au centre, donc je n'ai plus de centre et plus de droite, techniquement. Les argoulets et les arquebusiers continuent leur mêlée, j'ai déjà perdu la moitié de mes socles d'arquebusiers, mais ils tiennent quand même bon, ils sont repoussés, désorganisés, mais ils tiennent bon. Cependant, les possibilités de victoire sont désormais impossibles pour les Espagnols qui sonnent le repli et laissent la victoire aux Français. Alors pourquoi une victoire française? Tout simplement parce que hors scénario, donc ce qui est le cas ici, nous jouons les conditions de victoire de base, elles sont obtenues lorsqu'une armée atteint le seuil de déroute. Chaque armée démarre avec un certain nombre de points de morale d'armée qui sont l'addition de ceux apportés par les unités qui la composent en fonction de leur taille de départ. 4 à 7 c'est 1 point, 8 à 11 socles 2 points, 12 socles ou plus 3 points. Le seuil à atteindre est donné par un tableau. Concrètement ici l'armée espagnole avait 1 point pour chaque unité de tireurs et pour les chevaliers puisque c'était 4 socles, ça fait donc 6 points en tout, et 2 points pour chaque unité de piquets qui ont 8 socles, ça fait 4 points, donc un total de 10 points. Le tableau prévoit normalement plusieurs paliers de défaites qui déclenchent des malus mais on les a pas utilisés. La défaite totale arrive lorsque vous avez perdu la moitié des unités, c'est un peu comme à Black Powder. En l'occurrence avec la perte des 2 colonnes de piquets qui valaient 2 points chacun, ça fait 4, et de toute ma cavalerie lourde, ça fait 6, l'armée de Montoya elle est mise en déroute. C'est donc une victoire totale pour les Français. Donc voilà qui clôt ce premier rapport de bataille de test. Alors notez que j'ai même pas fait de partie contre moi-même, mais il y a un mode solo. On peut jouer en solo, c'est prévu par les règles. Alors moi je joue souvent en solo même quand c'est pas prévu par les règles, mais là il y a vraiment un mode solo. Donc c'est vraiment pour le coup le premier rapport de bataille, la première partie qu'on fait et que je fais avec ce jeu-là. Il est plutôt rigolo. Je pense qu'une fois qu'on maîtrise les bases des règles, il va assez vite. Après, il y a beaucoup d'options qui sont des options de fluff, de background ou d'immersivité si vous préférez, qui sont pas nécessaires. On en a joué une partie ici, tout l'avant-bataille avec les événements. Vous avez également les duels de généraux. Vous avez également les fiascos. Vous pouvez avoir des fiascos lorsque vous obtenez un quadruple 1, il arrive un fiasco et vous avez plein de tables de fiascos. Alors certes, c'est pas utile, mais comme ce jeu, il est vraiment centré sur les guerres d'Italie. Et il essaie d'être immersif, c'est sûr que si vous le jouez pas, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc c'est sûr qu'on peut épurer tout ça et jouer vite pour jouer en convention par exemple, et dans ce cas-là je pense qu'il est pas spécialement moins rapide que Pike and Shot par exemple, mais je verrai aucune valeur ajoutée par rapport à Pike and Shot dans ce cas-là. C'est vraiment c'est fait pour jouer avec ces petits éléments narratifs. Il a une petite saveur un peu Warhammer Battle en plus, le fait de retirer les pertes, la police d'écriture du bouquin de règles. Bref, c'est très sympathique. J'ai bien aimé, ça nécessite d'être creusé. Je pense que mon adversaire a bien aimé aussi et j'ai hâte de faire tester à d'autres. Je sais pas si on va le jouer en grand format parce que, à mon avis, ça va être long. Et quand même, si on joue les options, ce qui a fait l'intérêt du jeu, si on joue les options, à mon avis, ce sera long. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un 4 joueurs, ça peut se tenter. Bref, je verrai, mais on le retestera certainement parce qu'il est bien et parce que les guerres d'Italie, c'est beau et c'est coloré. Voilà, j'espère que ce rapport de bataille vous plaira. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.